Salut à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir ce qu'est un solide ionique, ainsi que la manière dont il se dissout dans un solvant tel que l'eau. Je vous expliquerai également le lien entre concentration molaire volumique en soluté apportée et concentration molaire volumique effective. Enfin, nous verrons ensemble la technique d'extraction par solvant, ainsi que les notions d'hydrophilie, lipophilie et amphiphilie liées au savon. Vous êtes prêts? Alors, c'est parti! Un solide ionique ou cristal ionique est une espèce chimique neutre électriquement, composée d'anions et de cations disposés de façon ordonnée dans l'espace sur les nœuds d'une maille. Je vous donne à l'écran deux mailles classiques selon une représentation au modèle éclaté. La première est celle du chlorure de césium, CsCl, qui est une maille cubique centrée. Dans celle-ci, les ions chlorure Cl- occupent le sommet d'un cube et l'ion césium Cs+, le centre de celui-ci. La deuxième maille de type cubique à face centrée est celle du chlorure de sodium NaCl. Les ions chlorure Cl- occupent les sommets du cube et les centres des faces. Les ions sodium Na+, occupent quant à eux le milieu des arêtes. Il est également possible de représenter ces mailles selon un modèle compact afin de tenir compte des conditions de tangence des atomes et du volume qu'ils occupent dans l'espace. Une maille est le plus petit volume élémentaire permettant par translation de reconstituer l'intégralité d'un solide ionique. Elle contient toute l'information concernant la géométrie du cristal. Dans un solide ionique, les anions et les cations sont localisés sur les nœuds, point remarquable d'une maille, ou sur ses arêtes. Afin de comprendre la cohésion des solides ioniques, étudions les interactions électrostatiques entre ions plus proches voisins dans une maille de type cubique centré. Deux ions de charge opposées plus proches voisins s'attirent mutuellement selon la demi-diagonale du cube. Deux ions de même charge plus proches voisins se repoussent mutuellement selon l'arête du cube. L'expression de la valeur de la force électrostatique d'attraction ou de répulsion est rappelée dans chaque cas. Elle diffère par les valeurs BD et EF des distances séparant les ions. Le triangle rose ABC est rectangle en A. On remarque que AB est égal à petit a car cette distance coïncide exactement avec l'arête de la maille. AC est l'hypoténuse d'un triangle rectangle dont les deux côtés valent petit a. On a donc que a au carré plus a au carré est égal à AC carré, d'où AC carré est égal à 2a au carré, c'est-à-dire AC est égal à a fois racine carrée de 2. En appliquant à nouveau le théorème de Pythagore cette fois-ci dans le triangle rose, l'hypoténuse qui correspond à la diagonale du cube est telle que BC est égal à a fois racine de 3. BD étant la demi-diagonale du cube, il vient que BD est égal à a racine de 3 divisé par 2, ce qui conduit à BD strictement inférieur à EF qui lui-même est égal à petit a. Finalement, 1 sur BD au carré est supérieur strictement à 1 sur EF au carré et on en déduit que la valeur F1 de la force électrostatique d'attraction est supérieure à celle F2 de répulsion électrostatique entre plus proches voisins. Pour conclure, au sein d'un solide ionique, les ions de signe opposé s'attirent alors que ceux de même signe se repoussent. Les distances entre cations et anions étant plus petites qu'entre deux cations ou deux anions, les interactions attractives sont plus intenses que les interactions répulsives, ce qui assure la cohésion du solide ionique à l'échelle macroscopique. La formule statistique d'un solide ionique rend compte de la proportion de cations et d'anions présents dans une maille. Par convention, on indique d'abord le symbole du cation puis celui de l'anion, sans leur charge électrique. Je vous donne à l'écran quelques exemples de formules statistiques de solides ioniques connaissant les ions qui les constituent. Chaque solide ionique doit respecter l'électroneutralité, d'où la présence de coefficients devant certains ions qui se transformeront en indices dans la formule statistique du solide ionique correspondant. Par exemple, la maille du chlorure d'aluminium AlCl3 comportera 3 ions Cl- pour 1 ion Al3+, afin que l'électronégativité soit respectée. Le petit s entre parenthèses à côté de la formule statistique d'un solide ionique précise que ce dernier est à l'état solide. Intéressons-nous maintenant à l'interprétation microscopique de la dissolution d'un solide ionique dans le solvant eau, qui est un solvant polaire comme nous avons pu le voir dans une précédente vidéo. Celle-ci se fera en 4 étapes que nous allons détailler. La première étape consiste à mettre le solide ionique en solution. À cette fin, le solide ionique, qui est le soluté, est plongé dans l'eau qui est le solvant. Lors de la deuxième étape appelée dissociation,
Les molécules d'eau polaires affaiblissent les interactions électrostatiques attractives entre cations et anions. La cohésion du solide ionique n'est plus assurée. Lors de la troisième étape, appelée solvatation ou hydratation, les molécules d'eau forment des coquilles sphériques autour des ions, contribuant ainsi à les éloigner les uns des autres. Enfin, lors de l'étape de dispersion, le mouvement brownien des molécules d'eau lié à l'agitation thermique disperse les ions solvatés dans le solvant. Je vous donne à l'écran comme exemple l'écriture de l'équation de dissolution du solide ionique chlorure de césium dans l'eau. La notation AC, abréviation de aqueux placée entre parenthèses à côté du symbole des ions, indique que ceux-ci sont solvatés par les molécules d'eau. Ces dernières forment autour d'eux des coquilles sphériques. L'orientation des molécules d'eau qui forment les coquilles dépend de la charge électrique portée par les ions. Dans le prolongement de ce qui vient d'être vu juste avant, je vous donne à l'écran l'écriture générique de la dissolution d'un solide ionique de formule générale AXBY, X et Y étant des nombres entiers non nuls. À titre d'exemple, je vous donne à l'écran plusieurs équations de solides ioniques. Vous remarquerez en particulier qu'elles respectent toute l'électroneutralité. On peut rencontrer des ions monoatomiques ou des ions polyatomiques. Je vous laisse mettre la vidéo sur pause si nécessaire, afin que vous puissiez bien étudier chacune d'entre elles. La dissolution d'un soluté dans l'eau nécessite d'introduire la notion de concentration. La concentration molaire volumique, notée grand C en soluté apporté, est le quotient de la quantité de matière de soluté dissous par le volume de la solution. Elle s'exprime en mol par litre. Comme la dissolution d'un solide ionique dans l'eau conduit à la libération d'ions, il faut pouvoir définir la concentration molaire volumique effective pour chacun d'entre eux. Pour une espèce notée grand X donnée, celle-ci se note entre crochets et est le quotient de l'espèce chimique grand X considérée par le volume de la solution. Elle s'exprime là encore en mol par litre. Il existe un lien entre concentration molaire volumique en soluté apportée et concentration molaire volumique effective. Pour cela, dressons le tableau d'avancement d'une dissolution, par exemple celle du chlorure de fer 3 dans l'eau. À l'état initial, la quantité de matière de soluté dissous est Ni est égal à C fois V solution. À l'état final, tout le soluté est dissous. Cela implique que Ni moins Xmax est égal à 0, d'où Xmax qui est égal à Ni, qui est égal à C fois V solution. L'expression de Xmax permet d'en déduire, d'après le tableau d'avancement, les quantités de matière des ions Fer3 Fe3+, et chlorure Cl- à l'état final. En divisant chacune de ces quantités de matière par le volume de la solution, on obtient les concentrations molaires volumiques effectives des ions présents en solution. On remarque que concentration molaire effective en Fe3+, est égale à grand C, et que concentration molaire effective en ion Cl- est égale à 3 fois C. Les concentrations molaires effectives des ions hydratés présents dans la solution aqueuse sont donc proportionnelles à la concentration molaire volumique effective grand C en soluté apportée et au nombre stoichiométrique placé devant eux dans l'équation de dissolution ajustée. On peut généraliser ce qui vient d'être vu précédemment tel qu'indiqué à l'écran. Les concentrations molaires effectives des ions solvatés libérés par la dissolution d'un soluté sont proportionnelles à la concentration molaire volumique de ce dernier et au nombre stoichiométrique placé devant chacun d'entre eux. La solubilité d'un soluté dans un solvant rend compte de sa capacité à se dissoudre dans ce solvant. La solubilité, notée S, exprimée en grammes par litre d'une espèce chimique, c'est-à-dire solide, liquide ou gaz, est la masse maximale de cette espèce que l'on peut dissoudre dans un litre de solvant, généralement de l'eau. La solubilité d'une espèce chimique dans un solvant donné dépend de la température de celui-ci. Plus cette dernière est grande, plus la solubilité l'est également. La solubilité d'une espèce chimique dépend quant à elle du solvant et de sa nature polaire ou apolaire. Les solides ioniques seront très solubles dans les solvants polaires tels que l'eau et insolubles dans les solvants apolaires tels que le cyclohexane. En revanche, pour une molécule apolaire telle que le diode I2, ce sera l'inverse. Pour conclure, la solubilité dépend de la température et de la nature du solvant. En effet, elle est liée au niveau microscopique aux interactions entre le soluté, molécule solide ionique, et le solvant. Plus les interactions sont nombreuses et plus le soluté est soluble dans le solvant. Lorsqu'un soluté est liquide, il peut être soluble dans un solvant en toute proportion. On dit dans ce cas que les deux liquides sont miscibles et leur mélange est homogène. Pour extraire une espèce chimique notée grand X d'un mélange aqueux, on utilise un solvant qui n'est pas miscible avec l'eau, IdS la plupart des solvants organiques, et dans lequel l'espèce X à extraire est très soluble. L'exemple à l'écran rappelle le protocole expérimental permettant d'extraire l'espèce d'iode I2
présente initialement dans une solution d'eau iodée en procédant à une extraction liquide-liquide en utilisant comme solvant extracteur le cyclohexane. Celui-ci est non miscible à l'eau et a une densité inférieure. En outre, le diode y est plus soluble que dans l'eau, phase aqueuse d'origine le contenant. Après agitation et dégazage, afin d'évacuer la surpression dans l'ampoule à décanter, la décantation permet d'observer deux phases distinctes. On remarque que la phase organique supérieure, constituée par le cyclohexane, a changé de couleur. Le diode a migré vers celle-ci, car il y est plus soluble que dans sa phase aqueuse d'origine. Après élimination de la phase aqueuse inférieure, l'ampoule à décanter contient la phase organique dans laquelle le diode a migré. Les schémas à l'écran illustrent la migration d'une espèce grand X plus soluble dans la phase organique que dans la phase aqueuse qui la contenait initialement. Pour conclure, lors d'une extraction liquide-liquide, le solvant extracteur, c'est-à-dire la phase organique, doit être non miscible avec la phase aqueuse contenant l'espèce chimique à extraire. L'espèce chimique à extraire doit être plus soluble dans le solvant extracteur que dans sa phase aqueuse d'origine. Notons enfin qu'avant de manipuler un solvant organique, il faut tenir compte des pictogrammes de sécurité qui lui sont liés. La réaction de saponification d'un corps gras permet de fabriquer un savon. Elle consiste à faire réagir un triester d'acide gras tel que l'oléine avec une solution de soude concentrée, encore appelée hydroxyde de sodium. On obtient alors de l'oléate de sodium ou savon ainsi que du glycérol. La transformation chimique est limitée, elle n'est pas totale. On remarque en outre que l'oléate de sodium comporte une partie ionique ainsi qu'une partie composée d'une très longue chaîne carbonée, car le radical alkyle noté ici R1 s'identifie dans l'exemple traité à l'écran à C17H33. L'oléate de sodium ou savon est une espèce chimique amphiphile qui possède à la fois un groupe hydrophile et un groupe hydrophobe. La longue chaîne carbonée compose la partie hydrophobe. Celle-ci, présentant une affinité avec les graisses, est également lipophile. La partie hydrophile, quant à elle, est la partie ionique et aura une forte affinité avec celle-ci. Les propriétés antagonistes qui apparaissent au niveau de la structure d'un savon vont expliquer son pouvoir lavant. Un tensioactif est un composé qui modifie la tension superficielle entre deux surfaces. Les composés tensioactifs sont des molécules amphiphiles. Ils permettent de solubiliser deux phases non miscibles. Étudions les principales étapes de l'action nettoyante d'un savon. Lors de l'étape 1, le savon forme dans l'eau des micelles, coquilles sphériques dont la surface est constituée par la partie hydrophile. À l'interface eau savonneuse R, le savon se dispose de la manière indiquée à l'écran, c'est-à-dire partie hydrophile dans l'eau et partie hydrophobe dans l'air. Cette disposition particulière dans l'air explique la formation de mousse en surface lors de l'agitation d'eau savonneuse. Au cours de l'étape 2, la queue hydrophobe des ions carboxylates s'accroche au corps gras, affaiblissant son adhérence avec l'épiderme. Le corps gras se retrouve piégé dans la micelle, décollant la graisse de la peau et l'attirant dans l'eau. Enfin, à l'étape 3, lors du rinçage, les micelles qui encapsulent les salissures grasses sont évacuées avec l'eau. L'épiderme est alors nettoyé. Voilà, j'espère que vous en savez désormais un peu plus sur la dissolution des solides ioniques dans l'eau et l'interprétation des propriétés lavantes des savons. Je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. À bientôt, au revoir.